Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Aujourd'hui, on attaque la seconde partie d'un sujet qu'on avait entamé avec l'épisode précédent sur les pistes de réflexion et d'action pour une communication plus durable et raisonnée. Alors je m'excuse d'ailleurs parce qu'il est sorti avec un petit peu de retard. Comme j'étais hyper enrhumée, j'ai préféré retarder l'enregistrement. De toute façon, c'était très médiocre parce que je parlais énormément du nez, que j'avais ma voix assez cassée. Mais bon, le voici avec une semaine de retard et on va continuer sur notre lancée. Alors dans la première partie, je ne sais pas si tu l'as écouté ou si tu t'en souviens, mais on a parlé de slow communication, avec l'idée de ralentir un petit peu son rythme de publication, de sortir du cercle infernal de la surinformation, de la surproduction de contenu, mais aussi du fait de mieux cibler son audience pour être plus juste dans sa communication, sa prospection. Puis on a terminé l'épisode en évoquant l'éco-conception, l'optimisation de ses supports. Dans cet épisode, on va continuer en axant davantage sur les notions d'authenticité, de transparence et d'éthique. Et j'espère que ça va t'apporter d'autres pistes de réflexion qui peuvent t'intéresser. Bonne écoute! Comme je le disais tout de suite en introduction, je vais te partager dans cette deuxième partie des pistes et des réflexions davantage axées sur l'authenticité. Et par authenticité, ici, je veux parler de transparence. Et ce sera l'idée numéro 6, pour reprendre la liste où on l'avait laissée. Parce que oui, cette transparence, tu la dois aux personnes qui te suivent, collaborent avec toi, bien sûr, mais c'est un principe qu'il est aussi important d'appliquer à soi-même. Je vais commencer par contextualiser un petit peu mon propos. On vit dans une société du paraître où tout est image, apparence, discours, plus particulièrement dans le monde de l'entrepreneuriat, peu storytelling et feed d'actualité bien rempli. De toute façon, que ce soit dans le pro ou le perso, l'entreprise ou l'aventure indépendante, on va retrouver des codes similaires un petit peu partout. Tout se partage, tout se raconte et se montre. Pourtant, il est parfois difficile de cerner ce qui relève de la vérité, de l'acte gratuit et spontané, ou de la promotion, voire de la mise en scène. Et quand je dis ça, c'est évidemment pas pour apporter un jugement, parce que je pense qu'on prend tous et toutes part à une plus grande échelle, puis de façon plus ou moins consciente à ce jeu-là. Et c'est normal dans un sens, dans une démarche de développement, si on en revient à ce qui nous intéresse à l'entrepreneuriat. Parce que quand on démarre son activité, ça peut être difficile de se mettre dans la posture du communicant, de devoir vendre et parallèlement se vendre. Donc on aura une tendance naturelle à adopter des codes que l'on a vus, entendus, intégrés de façon plus ou moins conscientisée. Ou bien à dissocier un petit peu notre personne professionnelle et notre personne individuelle, on va dire, pour se sentir peut-être plus à l'aise, se rassurer, se donner une contenance qu'on n'a pas toujours, évidemment, à nos débuts. Donc c'est tout à fait normal. Et je suis sûre que tu peux très bien associer ça à des expériences que tu as vécues toi-même, ou même dans un ancien travail aussi. Mais ce que je trouve un petit peu problématique, c'est quand cette posture, cette casquette, elle devient finalement un masque un peu opaque qui ne laisse plus transparaître qui on est vraiment, ou que l'on en arrive à travestir finalement la réalité au point de manquer de transparence. Je vais prendre un exemple qui est finalement très courant, c'est le fait que beaucoup d'auto-entrepreneurs utilisent le « nous » au lieu du « je » pour présenter leur activité. En général, c'est sur leur site internet. Et je pense à ça en particulier parce que il y a même pas 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a ajouté sur LinkedIn. Donc en général, je vais voir un petit peu ce que la personne fait, je vais voir son site. Et là, j'arrivais pas du tout à dire s'il s'agissait de sa boîte, d'un collectif de freelance ou d'une agence un peu plus grosse, parce que justement, c'était truffé de « nous faisons ci »,« nous développons ça ». Et puis quand j'ai échangé un peu avec cette personne, je me rends compte qu'effectivement, en fait, c'est un indépendant qui est seul à son compte. Et il me dit, bah oui, non, mais je dois faire des changements, mon site n'est pas encore fini. Clairement, moi j'ai bien senti que ma question l'avait mis un petit peu mal à l'aise parce que fallait qu'il assume ce choix du nous, une fois que je l'avais mis face à cette contradiction. Et c'est pareil dans la plupart des mails de prospection que je reçois aussi. La façon dont c'est formulé, dont c'est présenté, on peut croire que c'est une grosse boîte qui nous contacte. Et puis quand tu creuses, tu te rends compte que c'est bien un indépendant qui est derrière, souvent d'ailleurs quelqu'un qui vient de se lancer ou presque. Et la question c'est pourquoi ? Est-ce que ça cache un syndrome de l'imposteur, un sentiment donc d'illégitimité, et du coup c'est une façon de se rassurer pour aller vers de potentiels clients en se sentant plus confiant ? En tout cas, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que
Ça ne va pas aider la personne à prendre confiance en elle et à incarner pleinement sa posture d'indépendant si elle se cache derrière un nous fictif. Ou alors peut-être que c'est une volonté assumée de se faire passer pour une structure plus grosse, plus importante, mais dans ce cas-là, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de le faire d'un point de vue business, parce qu'à un moment ou à un autre, le client en face, la personne en face, peut se rendre compte qu'il s'agit d'une seule et même personne aux commandes, ce qui peut envoyer du coup un mauvais message. L'inverse est aussi vrai, ceci dit, avec des boîtes qui connaissent une forte croissance et qui ont peur de perdre l'image qu'elles avaient jusqu'ici, à savoir d'une petite entreprise à taille humaine ou un petit peu avec ce côté un petit peu famille, etc. Alors que pourtant, ça ne devrait pas être une mauvaise nouvelle en soi, c'est plutôt même bon signe. Il y a plein de petites façons en fait de travestir la réalité, évidemment, quand on communique sur son activité. Et en soi, tu me diras, est-ce que ça fait pas partie du jeu finalement ? Est-ce que ça fait pas partie intégrante de la promotion, de la vente, que de grossir un petit peu le trait, d'arrondir quelques chiffres, de mettre l'accent sur certaines choses plutôt que d'autres ? Oui, c'est vrai, on va pas se mentir, ça en fait partie. Mais je crois fermement qu'une communication plus simple, plus vraie, plus authentique, ferait vachement de bien à tout le monde et permettrait d'avoir une communication beaucoup plus vertueuse et moins toxique sur notre mental. Évidemment, il faut que je nuance mes propos parce que on voit de plus en plus de messages, de communication, de contenu qui tendent vers cette transparence, ce partage un petit peu plus nu quelque part, plus brut de la réalité, que ce soit des entreprises qui partagent leurs difficultés ou leurs problématiques pour discuter plus largement de leur développement, partager un petit peu les coulisses de leur activité, ou des freelances qui vont partager leurs petites galères du quotidien, leurs coups de mou, des aspects un petit peu moins reluisants de leur activité. Et en soi, c'est top, parce que ça casse un petit peu cette illusion de la prestation ou du produit parfait, de la réussite facile, de l'expertise tombée du ciel sans effort et sans travail. Ça permet aussi de se rendre compte que la richesse du monde freelance, elle est aussi là, dans cette diversité de profils, de visions, de personnalités. Et c'est déjà un pas vers une communication plus authentique, d'autant plus que c'est bien plus impactant, parce que ça répond à une vraie demande. On se rend bien compte, tous et toutes, des effets négatifs de ce qu'on peut appeler la com bullshit, et donc on va préférer se tourner vers des marques, des personnes qui font preuve de plus de transparence et d'authenticité. Le petit problème, il fallait s'en douter, c'est que cette approche, elle a été évidemment aussi récupérée et adaptée un peu à toutes les sauces, parce que beaucoup y ont vu un nouvel angle d'attaque, une nouvelle forme de promotion déguisée, qui finalement reste une communication un petit peu factice. Nous, à notre échelle d'auto-entrepreneurs, de freelance, on doit trouver cet équilibre entre ce que l'on veut partager de nous, de notre activité, et puis le faire en accord avec notre caractère et notre personnalité. Parce qu'être transparent, ça signifie pas non plus forcément tout dire et tout montrer de nous. Mais simplement de contribuer à développer pour soi-même une communication que l'on aimerait aussi voir chez d'autres, développer une communication plus simple, plus vraie, plus authentique. Et c'est important en tant qu'entrepreneur, certes, mais aussi en tant qu'individu, parce qu'on est forcément la cible ou l'audience d'un autre communicant. On passe au numéro 7. Respecter une croissance organique et saine. Développer son projet entrepreneurial, ça prend du temps. Se créer un réseau, une clientèle fidèle aussi. C'est pas pour rien qu'on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, mais un marathon. Il faut durer, il faut s'armer aussi un peu de patience. Il faut accepter que forger son expérience, gagner la confiance de ses clients ou d'une audience, voire devenir une référence dans son domaine, ça se fait pas du jour au lendemain. Même si bien sûr, on peut tous être tentés à un moment ou à un autre de trouver des petits raccourcis. Et j'en viens donc à cette idée numéro 7. Communiquer de façon plus durable et raisonnée, c'est respecter un rythme de croissance organique et des techniques de développement plus naturelles. Ça veut pas dire qu'on refuse de communiquer, de se promouvoir en attendant que quelqu'un nous découvre dans notre petit coin, bien sûr, pas du tout. On peut faire du référencement payant sur son site internet, on peut faire des publications sponsorisées, des posts de communication croisés, ou faire des campagnes de publicité payantes sur les réseaux sociaux, pour ne citer que ça. Mais le tout, bien sûr, c'est de le faire de façon éthique et raisonnable. C'est-à-dire sans chercher à hacker constamment l'équation, à trouver le point faible, la faille qui nous permettrait de sauter des étapes d'une manière plus ou moins discutable. Donc là, on peut penser par exemple aux publicités invasives, aux sollicitations répétées par mail ou SMS non consenties, aux jeux concours un petit peu bidons, à l'achat de faux abonnés sur les réseaux sociaux, aux témoignages falsifiés, aux prétendues offres ou promotions exceptionnelles qui ne le sont pas vraiment. Donc on peut citer 100 façons un petit peu irresponsables de faire la promotion de son activité, quand elles sont pas tout bonnement illégales, et tu as certainement toi aussi des exemples en tête.
Mais en fait, il est assez aisé de flirter avec des techniques peu éthiques, voire illégales, sans s'en rendre compte. Et je voulais notamment te parler d'un concept que j'avais découvert il y a quelques années, au moment de créer mon site internet notamment, et que je trouve intéressant pour illustrer ce point, ce sont les dark patterns. Alors les dark patterns, pour les définir simplement, c'est des techniques ou des éléments un peu trompeurs qu'on va insérer sur une interface numérique, donc comme un site internet ou une application mobile, et qui vont inciter l'utilisateur à rester sur la plateforme, à partager davantage de données qu'il le souhaitait vraiment, ou encore à consentir à des abonnements sans en avoir clairement été informé. Donc ils sont trompeurs parce qu'ils vont se baser sur des petites astuces visuelles pour t'induire en erreur, ou se baser carrément sur nos biais cognitifs pour manipuler notre comportement. Donc c'est Harry Brignull qui a défini ce concept, en allant jusqu'à classifier les différents types de dark patterns qu'on peut trouver finalement sur à peu près n'importe quel site aujourd'hui. Et c'est pas impossible que je fasse un épisode à part entière sur le sujet parce que je trouve que c'est vraiment important, même si c'est pas du graphisme à proprement parler, ça touche pour moi à la communication visuelle d'une certaine manière. Le but ici, c'est pas de parler de tous les dark patterns qui existent, mais je vais te citer quelques exemples parce que c'est vrai qu'on peut en utiliser sans même le savoir. Typiquement, ce seraient les petites cases à cocher pour accepter de recevoir ou non des newsletters ou des informations commerciales, notamment quand on partage son mail ou des infos de contact sur un site. T'as très certainement dû te faire avoir quelquefois, comme moi, à cause de formulations un petit peu tarabiscotées qui font que t'es même pas sûr d'avoir bien refusé ou accepté. T'as pas compris du coup quelle case il faut vraiment cocher pour dire non ou pour dire oui. Quand ce n'est pas que le bouton de refus, il est quasiment illisible, écrit en tout petit, en gris sur fond blanc, alors que celui pour accepter, évidemment, il est gros, de couleur vive, prêt à accueillir gentiment ton petit clic de souris. C'est aussi des boutons d'appel à action qui nous redirigent vers quelque chose d'autre que ce qui était annoncé, ou des pop-up qui apparaissent sur une page et qu'il est difficile de faire disparaître parce que la petite croix, généralement située en haut à droite, elle est placée à un endroit inhabituel, genre en bas à gauche ou même en plein milieu du pop-up, superposé du texte, donc pas du tout visible. Du coup, t'es d'une certaine manière obligé de lire ou de moins de regarder une annonce qui ne t'intéresse pas pour t'en débarrasser. On peut même souvent penser qu'il s'agit d'erreurs de design, des petites imprécisions, mais il faut pas se tromper, la plupart du temps c'est bien intentionnel. Et il y en aurait beaucoup à citer. Moi je m'attarde sur ces exemples parce que j'en vois beaucoup sur les sites ou même les comptes de réseaux sociaux, notamment pour les offres de contenu gratuit. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'appuient sur une stratégie de contenu, donc c'est-à-dire proposer des outils, des ressources à télécharger, en suivant un lien par exemple, ou en inscrivant son mail pour le recevoir. Et ce que je trouve dommage, c'est que de plus en plus, ces stratégies vont flirter avec l'utilisation de dark patterns. Exemple d'expérience. On propose un mini-e-book de 5 pages sur un sujet qui m'intéresse. C'est bien noté que c'est gratuit, sans contrepartie, sans engagement. Très bien. Je fournis mon adresse mail pour le recevoir. Mais par la suite, je reçois des newsletters continues, alors qu'à aucun moment, je n'ai donné mon consentement pour en recevoir. Ou que j'ai compris que donner mon mail pour télécharger le contenu, ça allait aussi m'inscrire à une newsletter. Moi, j'ai transmis mon mail pour obtenir ce contenu gratuit, comme convenu, et donc c'était censé être une action unique, one shot. De la même façon, on va te proposer un contenu gratuit en cliquant sur un bouton de téléchargement, c'est bien écrit télécharger, mais non, je suis redirigée vers un autre site, probablement un site partenaire, qui me demande de m'inscrire pour recevoir gratuitement le dit contenu. Mais c'est plus la même chose. Et je n'aurais sûrement pas perdu mon temps si c'était explicité dès le départ en me disant « tel site propose ce contenu au téléchargement gratuit sur inscription ». Donc ça paraît vraiment pas être grand-chose, là j'ai l'air de chipoter. Mais pour moi, c'est déjà un pas vers une stratégie de communication et de marketing qui est pas très transparente et qui est pas éthique. Pourtant, il est possible que certaines personnes le font sans penser à mal, en suivant simplement des choses qu'elles ont vues ailleurs sur d'autres sites, chez d'autres entreprises. Mais les dark patterns, quand ils sont utilisés massivement et puis de façon consciente, ils sont évidemment dangereux. Je pense notamment aux sites de e-commerce, parce qu'on peut nous inciter à acheter plus, ou dans des conditions qui frôlent la notion de consentement réel de l'acheteur, en fait. En pensant que l'offre est limitée et donc en créant un sentiment d'urgence, par exemple, ok, je vais me précipiter sur une offre qui, en fait, n'est pas du tout limitée dans le temps ou dans sa quantité. Ou en pensant peut-être tester un mois d'abonnement gratuit, sans se rendre compte qu'à la fin de ce mois, je n'ai aucun rappel ou de message clair pour confirmer ou non le début d'un abonnement payant. Donc toutes ces techniques, bien sûr, elles nuisent à la confiance entre les utilisateurs et les marques qui sont derrière, mais elles contribuent surtout à viser des personnes qui sont les plus vulnérables. Donc quelqu'un
qui utilise peu Internet, qui va donc moins se méfier, moins faire attention. Ça peut être aussi des enfants ou des seniors. Donc voilà, toutes ces techniques en fait sont nuisibles, sont mauvaises. Évidemment, je ne t'accuse pas d'en utiliser ou d'en abuser, mais en tout cas, je voulais surtout attirer ton attention sur le fait qu'on peut très bien flirter avec ces techniques sans avoir conscience de ce que cela implique. Et si je fais le parallèle avec ta communication, c'est pour insister sur l'importance d'être clair dans la façon qu'on a de mettre en page, de formuler ou de présenter les choses sans ambiguïté, d'informer et puis de laisser le choix plein et entier à l'utilisateur visé par nos messages. Parce qu'il n'y a pas de mal, évidemment, à proposer un contenu gratuit en espérant y gagner un nouveau lecteur, du moment que c'est dit clairement. Alors oui, les résultats seront peut-être plus lents, mais ils seront aussi beaucoup plus parlants, beaucoup plus impactants et pérennes. On arrive au dernier point que je voulais aborder pour le développement d'une communication plus vertueuse, c'est celui de l'inclusion et de l'accessibilité. Alors vaste sujet que sont l'inclusion et l'accessibilité. L'objectif, c'est surtout de se questionner sur ce qu'on peut faire, et même à notre niveau d'entrepreneur, et sans avoir forcément les moyens ou les connaissances techniques pour être parfait de bout en bout. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour rendre nos supports de communication ou même notre site web un peu plus inclusif. D'abord, et j'en ai parlé dans d'autres épisodes, en faisant attention au contraste des couleurs que l'on choisit pour un support visuel, mais aussi à la taille des caractères, l'interlignage de paragraphes de texte, et bien sûr la typographie utilisée pour qu'elle soit lisible. Dans le même registre, c'est aussi prendre en compte que la couleur ne suffit pas à faire ressortir une information pour tout le monde. Dans un texte ou sur une infographie par exemple, il faut mieux mixer l'usage de la couleur et de la taille ou de symboles comme des icônes pour représenter les données. Typiquement sur un graphique, peut-être que la couleur ne va pas suffire pour quelqu'un qui a une déficience visuelle et qui ne voit pas les couleurs de la même façon que toi. Donc dans ce cas-là, on peut se dire, entre le rouge, le bleu et le vert, je vais aussi mettre des rayures sur le rouge et des points sur le vert. Et comme ça, la personne qui n'a pas accès au contraste de couleurs ou à la différence des couleurs peut quand même lire le graphique sans problème grâce à cet autre élément distinctif. Sur ton site internet, la structure du texte est très très importante pour faciliter la compréhension et la lecture via la synthèse vocale qui est utilisée par les personnes malvoyantes. Donc pense bien aussi à baliser tes titres H1, H2 ou en utilisant les listes à puces ou les listes numérotées qui sont prises en compte par la synthèse vocale. Ça, c'est aussi valable pour tout ce qui va être logiciel de PAO, même type Word, etc. Plus un texte est structuré avec les balises proposées par l'application, plus il y aura de chances qu'il soit bien structuré et bien lisible par la synthèse vocale. Sur un site internet, c'est aussi ajouter des balises alt sur les images, donc qui vont décrire l'image pour que la personne qui ne peut pas les voir sache quand même ce qu'elles représentent, surtout dans le cas où elles sont utiles à la compréhension du texte ou aux propos, qu'elles apportent quelque chose. Et puis en évitant aussi d'utiliser ces images contenant du texte, parce que s'il y a un texte qui est collé sur une image, il ne sera pas pris en compte non plus. Puis s'adresser à tout le monde, c'est aussi adapter son vocabulaire, ou les tournures de phrases, la syntaxe d'un contenu pour qu'il soit compréhensible, parce que tout le monde n'a pas la même maîtrise d'une langue ou d'un sujet particulier. Quand il s'agit d'illustrer des propos avec des photos, des images, c'est essayer d'en choisir qui soient représentatifs de la société, qui soient pas stigmatisantes ou qui ne véhiculent pas de clichés offensants. Si on parle plutôt de contenu vidéo, c'est ajouter des sous-titres. Alors ça, en plus, maintenant, il y a plein d'outils gratuits qui permettent de le faire assez simplement, même quand on n'a pas vraiment de notions en création de vidéo, en montage vidéo. Et puis, il y a aussi plein d'options gratuites qui existent, qui sont déjà intégrées, par exemple sur YouTube. Ou alors, ça peut être proposer une retranscription écrite, par exemple sous la forme d'un article ou même vraiment d'une retranscription très, très, très fidèle. Mais ça peut être aussi hors digital, hors numérique, lors d'événements physiques, par exemple, essayer de prévoir des lieux accessibles dans la mesure du possible, ou en tout cas de préciser en amont l'accessibilité ou non du lieu pour que les futurs participants et participantes puissent être informés. Rien ne t'empêche aussi de laisser la porte ouverte. Par exemple, si tu annonces un futur événement, tu peux demander à ton audience ou aux personnes invitées de t'indiquer si elles ont des contraintes particulières. Comme ça, tu peux essayer de mieux les prendre en compte par la suite dans l'organisation de tes événements,
que ce soit par le biais d'un formulaire ou même d'une question ouverte. Bon, cette petite liste n'est pas exhaustive, clairement, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais en tout cas, je voulais surtout le mentionner pour t'inviter à te questionner sur cette notion-là aussi, parce que c'est important que nous, entrepreneurs, communicants, on essaye de prendre davantage en compte toutes ces choses-là pour contribuer à une communication qui soit plus inclusive et plus bienveillante. On arrive à la conclusion de cet épisode. Donc on a vu quelques points, quelques idées pour tendre vers une communication plus durable, raisonnée, authentique et puis vertueuse de manière plus générale. Donc je suis consciente que le sujet il aurait pu être traité de façon très différente. On aurait pu dire tellement plus de choses. Moi j'ai essayé de te partager ce qui à mon sens était important, que ce soit aussi des questionnements que j'ai eus, ma façon de voir les choses aussi de manière plus subjective. Mais j'aimerais vraiment entendre ton avis sur tout ça, savoir quelles questions toi tu t'es posé de ton côté par rapport à ton activité, ton fonctionnement, parce qu'il y a des idées à prendre partout, des bonnes pratiques à partager. Et puis, de toute façon, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, apprendre de ses erreurs, ou tout simplement prendre du recul sur certaines façons de faire les choses qu'on n'avait peut-être pas remises en question auparavant. Et plus généralement, et ce sera le petit mot de la fin, je pense vraiment qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on choisit de créer un métier qui nous ressemble, souvent pour des raisons et des valeurs assez profondes, ou en tout cas qui nous animent vraiment. Et je pense que du coup, il est important de continuer à s'écouter, de respecter aussi le fait qu'on apprend beaucoup de choses sur le tas et que forcément, on est perfectible sur plein d'aspects. Mais en tout cas, on a aussi notre rôle à jouer, même à notre petite échelle, pour faire bouger les choses dans le bon sens, communiquer, promouvoir, vendre de façon plus respectueuse, pour l'environnement, pour l'humain, et puis de façon bienveillante et un petit peu plus transparente. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était un peu dense ces 2 épisodes, j'imagine, mais en tout cas n'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en penses. Et puis bien sûr, si tu aimes le podcast, soutiens-moi en le notant et en le partageant. En attendant, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste.